Elon Musk a déclaré en juin 2016 qu'il était fort probable, voire même réconfortant, que l'humanité entière ne soit qu'une simulation. Alors, que ce soit clair, pas du tout comme dans les Sims. Personne ne nous contrôlerait réellement. Ce serait surtout l'idée qu'une civilisation qui nous dépasse complètement aurait créé une simulation dans laquelle nous vivons. J'ai trouvé ce sujet super intéressant, même si le débat commence un peu à dater. Et je me suis dit que ça serait un sujet léger et sympa, mais pas du tout. Non. C'est beaucoup plus complexe que ce que je croyais, alors accrochez-vous bien, parce que vraiment ça vaut le coup. Au 13e étage d'une tour de verre, une équipe de chercheurs a créé un passage vers un univers virtuel. Après 6 années d'expérimentation, ils vont enfin franchir les frontières de la réalité. C'est quoi votre truc? Un jeu vidéo géant? Oh, c'est bien moins terre à terre que ça. Pour comprendre d'où cette idée assez saugrenue vient, il faut se pencher sur les jeux vidéo. Vous allez voir que les liens sont beaucoup plus évidents qu'il n'y paraît. Alors venez, on va faire un petit récap de l'histoire des jeux vidéo et de leur ascension fulgurante ces 30 dernières années. 1973, la société Atari sort Pong, le tout premier jeu à connaître un succès mondial. Il se joue à 1 contre 1, le but est simplement de laisser passer moins de balles que son adversaire. Les jeunes des années 80 se ruent dans les salles d'arcade pour s'essayer à Pong, puis à Space Invaders. Les consoles de salon font peu à peu leur apparition, et avec elles, les plus grands classiques du genre. Pac-Man, Mario Bros, Tetris, SimCity. Les graphismes et les histoires s'améliorent jusqu'à l'avènement de la 3D dans les années 90. Les créateurs s'inspirent de l'histoire pour créer Tomb Raider ou Age of Empires. Dans les années 2000, on joue à Counter-Strike sur les vieux PC de nos parents à 5 dans la même pièce. Et puis en 2004, World of Warcraft sort et désormais on peut jouer totalement en ligne. Les technologies graphiques sont de plus en plus puissantes, les mondes virtuels de plus en plus réalistes. Les joueurs peuvent évoluer dans des mondes ouverts qui prennent vie sous leurs yeux, ou bien créer leur propre monde. L'intelligence artificielle simule les comportements des adversaires et des êtres peuplant ces univers. Les parties s'enchaînent, et aucune ne se ressemble. 2010, le secteur des jeux vidéo vaut plusieurs milliards, et ses revenus dépassent ceux de l'industrie du film ou de la musique. Ils sont partout dans notre vie sous des centaines de formes différentes. Les scénarios sont puissants, les réalismes bluffants, les communautés toujours plus nombreuses. Et pourtant, depuis Pong, moins de 40 ans s'est écoulé. Alors, imaginez à quoi ressembleront les jeux vidéo dans 100 ans. 1000 ans, 10 000 ans. Il n'y a nulle part où aller. Nulle part. Sauf l'Oasis. Un univers entièrement virtuel. Les gens vont dans l'Oasis pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Mais ils y restent pour pouvoir être ce qu'ils veulent. Tu le sens, ça? Ouais. Il est fort à parier que nous ne pourrons plus faire la différence entre réel et virtuel. Nous serons capables de recréer des mondes entiers et de simuler la vie de leur peuple. Et ces peuples un jour pourront eux-mêmes recréer des mondes entiers. Et c'est pour ça qu'Elon Musk pense qu'il y a en réalité qu'une chance sur 1 milliard que l'on ne soit pas nous-mêmes dans une simulation. Votre premier réflexe doit être de vous dire qu'Elon Musk est un mec complètement malade et que dans tous les cas, si vous étiez dans une simulation, vous l'aurez bien remarqué. Alors non, pas du tout. Et pour le comprendre, il faut qu'on revienne encore en arrière. Pas dans les années 70, mais au 4e siècle avant Jésus-Christ. On va parler de l'allégorie de la caverne inventée par Platon. Imaginez 3 personnes enchaînées dans une caverne depuis leur tendre enfance, face au fond de la grotte, le dos tourné à l'entrée. C'est une situation peu enviable, je vous l'accorde. Surtout que ces 3 personnes n'ont jamais rien connu de leur vie. Ils ne connaissent du monde extérieur que la vague lumière du soleil qui leur parvient, les échos des bruits de la forêt et les ombres des animaux recréés par leur geôlier. Mais imaginez-vous bien, ils voient des ombres et sont persuadés qu'elles sont vivantes, car ils ne peuvent pas savoir qu'elles émanent d'un être vivant. Un jour, un des prisonniers arrive à s'échapper, et ce qu'il découvre le paralyse d'effroi. Le soleil lui brûle les yeux, il ne comprend rien à ce qui l'entoure tant tout est différent. Il est fort probable alors que cette personne décide de son plein gré de retourner s'enchaîner dans la grotte. Et si cette personne essayait de le raconter à ses semblables,
ils ne le croiraient jamais. Notre monde actuel est notre caverne à nous. Il y aurait une réalité transcendante que l'on ne voudrait et ne pourrait pas voir. Et si par mégarde quelqu'un le découvrait, personne ne le croirait. Pour Elon Musk, on n'aurait de toute façon aucun moyen de différencier la réalité d'une simulation. Cette théorie a été en réalité développée par Nick Bostrom en 2003. Selon lui, il y a 3 possibilités. 1. L'humanité s'éteindra avant d'avoir la technologie nécessaire pour réaliser une simulation. 2. Les civilisations humaines ne voudront pas créer de simulation parce que c'est pas éthique ou qu'ils n'en ont tout simplement pas envie. Et 3. Nous vivons dans une simulation. Il estime à 20% la chance qu'il y aurait que tout ce qui nous entoure soit en fait virtuel. Selon ce scénario, il existerait des milliards d'univers que nous ne pourrions pas distinguer du nôtre. Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la matrice, tu devras l'explorer toi-même. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. C'est très bien toute cette histoire, mais comment elle fonctionnerait cette simulation ? Déjà, vous vous imaginez sûrement que pour créer cette simulation, il faudrait reproduire un univers entier. Mais en fait, on n'en a pas réellement besoin. Par exemple, la chaise sur laquelle je suis assise est censée soutenir mon poids. Du coup, il faut qu'elle soit dure pour pas que je la traverse. Bon, jusque-là, c'est logique. On sait que cette chaise est composée d'atomes et que si je la coupe, elle sera pas creuse. S'il faut, tant que je l'ai pas coupée, elle est creuse à l'intérieur. Et c'est à partir du moment où je vais la casser, pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur, que tous les atomes vont se matérialiser instantanément. Comme quand on était petit, et qu'on essayait de découvrir s'il y avait de la lumière dans le frigo quand il était fermé. Du coup, pour créer une simulation, on a juste besoin de matérialiser ce qui est visible à un instant T. La seule chose qui est en fait indispensable, c'est la conscience de l'humain virtuel. Ils ont besoin d'être persuadés que la simulation est réelle. Admettons qu'on pose cette hypothèse, nous sommes dans une simulation et nous ne le savons pas. Pour valider cette hypothèse, il faudrait que 5 conditions soient réunies. Vous allez voir, ça rejoint un peu ce qu'on disait avec Bostrom tout à l'heure. Première condition, il est possible de simuler la conscience humaine. J'ai fait une vidéo sur le transhumanisme qui s'affiche juste en haut si vous voulez la voir, où justement on voyait à quel point il est complexe, voire impossible, de simuler la conscience humaine. Donc imaginez si on devait reproduire les réseaux neuronaux de l'humanité tout entière. Pour vous aider à entrevoir ce que ça pourrait représenter, il faudrait qu'il existe un ordinateur capable de réaliser chaque seconde plus d'opérations qu'il n'y a d'étoiles dans le ciel. Pour vous donner un chiffre, ce serait 1 milliard, 2 milliards, 2 milliards, 2 milliards d'opérations par seconde. Je suis pas sûre que ça aide beaucoup à visualiser, puisque les chiffres sont tellement énormes que notre cerveau est complètement dépassé. Du coup, il serait absolument impossible qu'un tel ordinateur puisse exister. À moins que... Deuxième condition, le progrès technique ne cessera pas de sitôt. Si la technologie progresse toujours de manière exponentielle, alors on peut supposer qu'il y a une civilisation tellement en avance sur nous que nous ne pourrions pas les différencier des dieux. Sauf si, comme disait Bostrom, le progrès a une limite. Ce qui nous amène au 3e point. Le progrès ne nous a pas détruits d'ici là. Ce point pourrait être une bonne explication au fait que l'on n'ait jamais vu un extraterrestre. Enfin, officiellement. Il existerait un moment dans toute civilisation où elle s'autodétruit. C'est ce qu'on appelle le grand filtre. C'est une barrière que l'humanité ne peut tout simplement pas dépasser. 4e condition, les civilisations veulent effectivement créer des simulations. C'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on part du principe que l'évolution logique de l'humanité et du progrès est de créer des simulations indépendantes. Mais en fait, on ne peut pas savoir ce que pensent les autres civilisations si tant est qu'il y en a réellement. Par exemple, prenez la plus intelligente des fourmis. Si elle découvrait à quoi sert un parc d'attractions, elle serait complètement perdue. Car pour elle, le concept même d'amusement n'existe pas. Enfin, l'idée même du parc lui paraîtrait complètement aberrante. 5e point, c'est celui qui valide l'hypothèse. Si les simulations existent bel et bien, alors on fait probablement partie de l'une d'entre elles. Vous vous doutez bien qu'il y a des gens qui s'opposent farouchement à cette théorie. Les principaux détracteurs dénoncent surtout un fait, le cerveau humain est programmable. Pour eux, c'est tout simplement impossible en fait, de programmer un cerveau dans sa globalité et dans sa complexité. Pour plusieurs raisons. Le véritable hasard ne peut pas être simulé par un ordinateur.
Or, dans la nature, le hasard existe, comme par exemple pour la désintégration radioactive. En plus de ça, les neurones sont bien trop complexes. Imaginons que l'on veuille simuler l'amibe. C'est cette espèce de micro-organisme qui ressemble à pas grand-chose, hein. Eh bien figurez-vous que l'amibe est plutôt intelligente. Elle prend des décisions, c'est entre autres reconnaître sa nourriture, fuir ses prédateurs ou encore se mettre en quête d'un meilleur habitat. Si on voulait modéliser l'amibe, il nous faudrait des milliers et des milliers de neurones virtuels. Sauf que l'amibe n'a pas de neurones. C'est un organisme unicellulaire. Du coup, on modélise quoi exactement? Il y a plein d'autres limites qui sont mises en avant par les scientifiques, des limites d'ordre mathématique, d'ordre quantique. Et si on commence vraiment à s'enfoncer là-dedans, cette vidéo va durer 7h30. Donc si ça vous intéresse d'aller plus loin, je vous conseille d'aller regarder dans la description. J'ai mis mes sources, tous les articles et les vidéos qui m'ont permis de préparer cet épisode, et vous pourrez en apprendre un peu plus sur le sujet. J'ai tendance à croire que les limites que l'on pense aujourd'hui infranchissables peuvent l'être un jour. Si on avait montré un iPhone à Louis XIV, il aurait halluciné. La simple vision de cet objet lui aurait fait remettre toutes ses croyances en question. Quoi qu'il en soit, puisque par définition on ne peut pas savoir si on est dans une simulation ou non, ça a en réalité très peu d'importance. Ouais, je suis en train d'avouer que cette vidéo ne nous avance pas du tout sur le sujet. Disons qu'il vaut mieux la prendre comme une piqûre de rappel. L'univers est loin d'avoir livré tous ses secrets. Au fond, on ne sait pas grand-chose, et à l'échelle de ce qui nous entoure, on n'est rien. Rien de plus que nous-mêmes. Et c'est déjà bien. Comme dit l'oracle dans Matrix, être visionnaire, c'est regarder le monde au-delà du temps. Mais on ne voit pas plus loin que les choix que l'on ne peut pas comprendre. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez regardé la vidéo en entier, donc déjà, merci beaucoup. Ensuite, abonnez-vous si ça vous fait plaisir. Moi, ça me fait vraiment plaisir en tout cas, donc n'hésitez pas. Laissez un pouce bleu et un commentaire si vous avez quelque chose à dire. Je reviens bien vite sur vos écrans. Ciao!